Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy épisode 4. Bonjour le King, Fernand Lopez, bonjour. Bonjour Monsieur G, comment vas-tu? Ça va très très bien, mais c'est surtout à toi qu'il faut poser la question parce que oui, Fernand est en direct de Las Vegas, Nevada pour la semaine de combat de Nassourdine Imavov. C'est ça, Donc c'est voilà, ça. parfaitement acclimaté, toujours en période de quarantaine. Oui, toujours en période de quarantaine. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on enregistre ce podcast. Donc nous sommes le lundi, dimanche soir pour Fernand, parce qu'ensuite, bien évidemment, il sera occupé avec des choses bien plus importantes. Bon, on va commencer déjà avec le recap donc, de l'UFC 258. On en avait brièvement parlé avant, mais les gens n'avaient pas eu l'avis de Fernand Lopez sur la performance de Kamaru Usman, qui a défendu sa ceinture face à Gilbert Burns pour une troisième fois. Victoire par TKO au troisième round. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette performance? Écoute, magnifique, magnifique, il est fort. Il, il y a pas, on va pas faire 15 ans dessus sur le Bien cas sûr. d'Ousmane, il est fort. Voilà un mec qui a basé sa victoire sur la lutte. Donc son but, en fait, c'est de lutter. Il a l'un des meilleurs ratios. En gros, en général, sur 15 minutes, il est capable de balancer au minimum 4 aminos au sol. On l'a vu, par exemple, contre RDA. Il avait fait, je pense que c'est le record à l'UFC de balancer plus de 100 coups efficaces et avec 10 aminos au sol. Et là, il vient de gagner un combat contre l'homme le plus dangereux de la planète en welterweight, qui est Burns, le plus effrayant en tout cas de la planète sur le MMA. Et il vient de gagner ce combat sans avoir une amino au sol. Pas une seule fois, il n'a tenté une amino au sol. Il a fait une feinte d'amino au sol pour placer son anglaise, mais il n'a pas mis d'amino au sol. Donc voilà, très impressionnant. Je pense que le camp d'entraînement avec Weidman lui a fait beaucoup de bien. Je pense que son allonge, il a maximisé l'utilisation de l'allonge des 2 points. OK, placer un jab super efficace en garde de droitier, placer un jab super efficace en garde de gaucher. Ce n'est pas la technique la plus belle. Ces jabs ne sont pas beaux, mais archi efficaces. Pour qu'il y ait l'efficacité, des principes simples. Alignement segmentaire du bras, parfait. Il déclenche son jab, tout est tendu, tout est droit. Et deuxième chose, le timing. Les frappes ne sont efficaces, les frappes sont beaucoup plus efficaces quand elles vont dans le sens inverse du déplacement de l'adversaire. Si je veux mettre un low kick sur un adversaire de manière efficace avec ma jambe gauche, ce serait plus intéressant que le gars se déplace et qu'il aille vers le côté circulaire de ma jambe. Et donc, du coup, si je veux mettre une frappe qui est rectiligne comme un jab, c'est beaucoup plus efficace quand le gars fait un pas en avant. Et du coup, c'est ça qui pousse finalement Buzz à tomber sur son arrière-train parce qu'il se prend une arme qui est tendue, qui est complètement avec un élément segmentaire parfait de l'épaule au coude jusqu'au poignet. Tout est parfaitement aligné et il le fait et il prend ça au moment où il est en train d'avancer. Donc voilà, masterclass. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est que Burns a tellement été fort que ça rehausse le niveau de la performance d'Ousmane Kamaru. C'est-à-dire que si Ousmane fait ça et qu'il arrive, comme il a fait avec Woodley, il prend un mec qui est un archi bon lutteur, il lui marche dessus en lutte, on dit, bon, il n'a pas été en danger. Ouais. Là, pour le coup, il a été en danger. Il a failli perdre le combat. Il est allé au tapis. Il se relève comme un bonhomme. Il endort le combat. Il fait quelques petits déplacements. Il place son jab régulièrement. Il trouve la faille pour venir faire craquer le gars au troisième round. Donc, non, franchement, ça va être difficile de... Il y a... Enfin... Oui, voilà, la question aujourd'hui qui se pose, c'est qui va pouvoir, et on terminera là-dessus pour Kamaru Usman, 13 victoires consécutives en welterweight, record de Georges Saint-Pierre battu, troisième défense de ceinture. La question, c'est qui va réussir à le mettre dans le rouge, parce que tu l'avais dit, toi, avant ce combat-là, c'était finalement Burns qui pouvait, sur le papier, poser le plus de problèmes, mais là, on se dit, qui va être le prochain, parce qu'il a nettoyé la catégorie, en fait. Non, je pense pas qu'il va faire... je pense... Masvidal, c'est juste pour les sous. Ouais. Il sait que Masvidal va lui rapporter des sous, il veut refaire le combat. Mais en réalité, je ne pense pas que... Il sait bien que Masvidal ne va pas lui poser un problème, ça va être facile, c'est pas compliqué. Je ne sais pas, peut-être
si on n'avait pas eu cette malchance de Covid avec Khamzat, bah, peut-être un jour on aurait eu ce match-là, tu vois. On aurait pu, Chimaev aurait pu aller le matcher sur la lutte et puis ça aurait peut-être donné quelque chose. Mais encore une fois de plus, il n'a même pas eu besoin d'utiliser la lutte. Il n'a même pas touché à la lutte, pas une fois, tu vois. Il a le meilleur, quoi. Il a 100% de défense de lutte. Non, je pense vraiment dans encore un ou deux gros combats, on pourra en parler comme le coach, quoi. Il aura fait Hmm. quelque chose d'extraordinaire. Enfin, voilà. Et puis, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a été classé il a souvent été classé comme un combattant ennuyeux. Ouais, Bon, on ne peut plus dire ça, quoi. C'est un combat de. c'est clair. Ils ont raccourci un combat de ceinture en un combat de 3 rounds. Ils ont mis le feu. Hmm. Burns a mis le feu et lui, il a su y répondre, quoi. On sait que, voilà, il n'a pas besoin de lutte pour aller mettre du spectacle et tout. Il a gagné de manière très convaincante. Non, c'est parfait. Bien. Eh ben, formidable. Bien, vous savez, Energy, vous pouvez poser des questions à Fernand Lopez. C'est très simple. Un petit commentaire sur la vidéo YouTube, on en sélectionne deux, trois. Et la semaine d'après, eh bien, Fernand va y répondre. Donc là, cette semaine, il va y avoir un sujet particulier sur self-défense. La semaine prochaine, ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. La semaine d'après. Non, la semaine. Ouais, la semaine d'après, enfin, dans les prochaines semaines, parce qu'on a eu beaucoup de questions suite au classement du top 5 des GOAT de Fernand Lopez. Je vous invite à aller écouter le podcast de la semaine dernière sur le top 5 des GOAT. Justement, il y avait cette question du dopage et là, on a reçu beaucoup de questions à ce sujet. On ferait presque un podcast complet à ce sujet-là. Mais avant de passer aux questions, mon cher Fernand, il y a bien évidemment cette question Khamzat Chimaev où tu as réagi, toi, sur la troisième annulation du combat sur ton Twitter, @Fernand Lopez. Je vous invite à le suivre, bien évidemment. Où toi, on sait qu'au MMA Factory, tu prends toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que tes athlètes, justement, soient protégés contre le Covid. D'ailleurs, je crois que jusqu'à maintenant, tu n'as eu aucun forfait Covid dans tes athlètes au MMA Factory lié justement au coronavirus. Mais toi, est-ce que ça t'inquiète un petit peu le cas Khamzat Chimaev là aujourd'hui? Parce qu'on commence à se dire, sa carrière, ça. Je ne vais pas dire que ça sent mauvais, mais c'est quand même assez chaud, hein. C'est inquiétant, pas simplement du point de vue de la carrière, parce que c'est un jeune qui a été au ralenti pendant très longtemps, il était au brève, on n'en parlait pas, il est Ouais. arrivé, il a fait une accélération. Il pourrait perdre une année comme Messi Barbers qui a fait le Common Event hier, et puis revenir remonter la pente. On a fait un retour là sur le combat de Kamaru Usman. On ne m'a pas parlé du combat féminin qui était le Common Event que j'ai trouvé extraordinaire en termes de boxe. Alexa Grasso, c'est un génie de la Mm. boxe. Et puis, elle avait face à elle un rouleau compresseur. Une fille qui vient d'une blessure, qui a fait 1 an sans combattre Ouais. et qui a repris. Et je pense que quand Khamzat Chimaev, il pourrait perdre une année et recommencer. Il n'y aurait pas un grand problème. Mm. Ce qui m'inquiète, c'est que le Covid ne touche pas ce genre de jeune. Il est encore jeune et si le Covid a la forme dure et le clou au lit, j'ai peur que ce soit quelque chose de beaucoup plus grave. Ah oui. Parce que les études ont prouvé que, d'ailleurs, l'UFC aujourd'hui, pour des personnes qui ont eu le Covid, même si elles ont guéri, l'UFC demande une imagerie du cœur pour savoir si le cœur n'a pas été endommagé, atrophié ou en tout cas si le muscle cardiaque n'a pas eu un souci. Donc, moi, j'ai peur de ça. J'ai peur que finalement, il ait eu une forme de Covid qui ait raison de son état de santé et qui ne puisse plus récupérer son système respiratoire comme il avait avant. J'espère que ce que je dis n'est pas ce qui lui arrive à lui. Mm. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Bien maintenant, on va passer au gros sujet de ce podcast-là, donc self-défense. Fernand voulait en parler, c'est un choix du King. Alors pourquoi ce choix, mon cher Fernand? Parce que Parce que je c'est vrai que pense. déjà, ça revient sur le tapis Ouais. là en ce moment. C'est quand même un Mm. sujet, on a l'impression que par rapport à l'actualité, les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ça. C'est ça. Beaucoup des gens se posent des questions. Il y a on a pas mal de doutes sur finalement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et mon côté éducateur sportif, euh, je pense que c'est un sujet qui pourrait être intéressant, qui pourrait intéresser un certain nombre de personnes. Quoi faire? C'est quoi la self-défense? C'est quoi le pinchasilak? C'est quoi le Krav Maga? C'est quoi? Enfin, pourquoi le faire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est efficace?
Oui, parce que c'est ça la fameuse question. Est-ce que ça ça. prépare dans le réel finalement, dans la rue? Voilà ce fameux truc. Est-ce qu'on peut ensuite avoir toutes les armes, tout ce qui est en place pour dans une situation réelle être amené à bien se défendre? Mais j'ai envie de dire efficace par rapport à quoi? C'est la véritable question. La véritable question, c'est efficace, c'est toujours relatif à quelque chose. Si je cherche un sport qui sera efficace pour le développement de la pratique de masse, par exemple, quel est le sport que je vais aller chercher? Je vais peut-être aller chercher un sport qui est accessible à tout le monde. Parce que ça peut être un objectif. Hein. Une fédération a pour objectif de développer le sport pour la pratique de masse, pour qu'il y ait tout le monde qui puisse avoir accès à ce sport, y compris les personnes avec un état de santé des sédentaires, des personnes qui ne sont pas en forme, qui sont en surcharge pondérale, des personnes. C'est une mission qu'a le ministère du Sport de développer le sport. Et dans ce cadre-là, je ne vais pas aller chercher un sport super compliqué comme la boxe anglaise professionnelle. Je vais aller chercher un sport beaucoup plus simple comme la boxe avec musique, cette forme de boxe qu'on a mis en place qui permet aux personnes de pouvoir danser en faisant la boxe en même temps. Est-ce que pour autant, cette forme de boxe-là est en train de prévaloir en disant « nous sommes une boxe efficace ». Non, ça existe. C'est du goût de tout le monde. Et on peut, voilà. C'est ça la question. Efficace par rapport à quoi? Par rapport à la survie dans la rue? Si je pose la question à quelqu'un, est-ce que vous pensez vraiment que l'OMMA, par exemple, est un sport efficace pour la survie dans la rue? Ils vont vous dire oui, ça pourrait servir. Mais si je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Kali? Vous savez, c'est quoi le Kali? Est-ce que vous pensez que le Kali serait moins efficace que l'OMMA dans la rue? Bah, c'est un sport où on utilise des sticks, des bâtons. C'est un sport où on utilise des couteaux. Donc, on est capable, on sait comment couper, comment se protéger des couteaux. Je pense que ce sport-là serait plus utile si on était dans une situation de la rue. Donc, efficace, c'est toujours efficace par rapport à quoi? Effectivement, si on va dans la logique interne de chaque discipline sportive, dans le cadre du MMA par exemple, puisque c'est les plus gros débats qu'on ait eu sur le MMA versus self-défense en France, était autour de ça, c'est MMA versus self-défense. C'est pas juste self-défense qui est voilà. Qui est mis en question, c'est cette comparaison. C'est de se dire que moi, je suis un papa de 2 enfants. J'ai 2 filles. Si je devais protéger mes filles, ce que je fais et les conseils que je donne à mes filles, ce sont des conseils de self-défense, pas des conseils de MMA. C'est-à-dire que j'aimerais, avec le temps, quand elles seront grandes, pouvoir impliquer le MMA dans la liste des sports qu'elles font. Elles font l'équitation, la natation, le patinage artistique, plein de sports. L'escrime, mais pas encore le MMA. Mais j'aimerais à long terme leur apprendre du MMA. Cependant, pour la défense, ce que j'aimerais apprendre à mes filles, c'est d'abord la self-défense. Son nom est clair, la self-défense. L'idée, c'est quoi? Ce n'est pas de dire à quelqu'un qui arrive, de dire, comme on caricature, je fais référence à un débat qui avait eu lieu à l'époque, la chaîne SFR, Exactement. Sport 5, qui est entre la journaliste, il y avait la journaliste du Cyberstop qui avait invité sur le plateau de télévision Frank Ropers, et puis Gilles Arsène et Cyril Diabaté. Ouais. Et donc, du coup, le débat était celui-là de dire, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? À un moment donné, on se trouve confronté à la situation où on dit, bah, moi, je préfère un sport où on ne ment pas aux gens. Et encore une fois de plus, on va dans quelque chose qui est caricatural. L'OMMA, il y a des gens qui mentent à d'autres personnes. En MMA, il y a des faux professeurs de MMA. Il y a des personnes qui sont des usurpateurs, qui arrivent et ne sont pas des vrais profs de MMA. De la même manière, il y a des personnes qui vont... oui, de l'autre côté aussi. De l'autre côté, sur la self-défense, et qui vont avoir une posture de mythomane sur ça. Mais généraliser, c'est quelque chose de très grave. Ce que je vais dire, c'est que vous êtes peut-être au courant de ce phénomène qui a eu à un moment donné
c'est de moins en moins, mais dans les métros, dans certaines rues parisiennes et banlieues parisiennes, où des personnes, jeunes notamment, ados ou vers la vingtaine, se faisaient agresser par des groupes de personnes. En gros, sur les caméras, on voyait, par exemple, une jeune fille qui était sur le téléphone, qui était concentrée à envoyer un texto et qui se prenait une manchette par un mec qui passait et ses potes filmaient et ils rigolaient. De l'autre côté, vous avez un mec qui se prenait un coup de pied dans la tête alors qu'il ne savait pas de quoi il était, il regardait même pas de ce côté-là et il tombait par terre, laissé pour mort, les caméras filmaient et le groupe partait en rigolant. Ce type d'agression arrive parce qu'il n'y a pas eu le b.a.-ba de la self-défense. La self-défense ne commence pas avec une technique pour se défendre. La self-défense commence déjà avec le fait d'être au courant de l'environnement qui nous entoure, d'être au courant de la dangerosité de l'environnement qui nous entoure. Pour toi, je veux dire, le fait de, quand il y a des cours, par exemple, de self-défense où il y a Krav Maga, toutes ces disciplines, et que ce soit des simulations un peu de situations qui sont ancrées dans le réel, donc pour toi, ça, c'est une bonne chose. C'est ce que tu veux dire quand tu dis justement d'être au courant de l'environnement. Absolument. Ce que je veux dire, c'est que avant même d'arriver sur la mise en situation, le seul fait de savoir que mon prof de self-défense m'explique que si je marche dans la rue, si je vais ouvrir ma voiture, que je regarde à gauche, à droite, pour éviter un carjacking. L'agresseur qui voit un jeune homme ou une jeune fille qu'il a vu de loin comprend que l'agression va être compliquée parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Alors que si tu es naïf et que tu as des écouteurs, tu n'entends pas de bruit, tu n'entends pas les pas de ton agresseur qui arrive, tu as les yeux rivés sur le téléphone, tu vas mettre la main sur ta voiture, mais c'est facile pour lui d'arriver en surprise et te mettre un coup qui va te sonner et qui va surprendre n'importe qui, y compris des personnes qui font le MMA. Donc, c'est de ça que je parle, c'est que j'ai un ami qui a des filles, c'est un professeur de Krav Maga, pour ne pas citer le nom, c'est Arnaud de Fussac, qui me dit une fois, mets la main sur le cou de ma fille, tu vas voir. Et effectivement, je mets la main sur le cou de sa fille et je me prends un coup de pied dans le tibia, un coup de pied dans les parties et elle part en courant. Ouais. Très sincèrement, on en rigole parce qu'on se dit, en situation de combat de MMA, dans un octogone, cette petite fille ne peut pas combattre, mais c'est tellement ridicule d'aller comparer cette situation de vie de survie à une situation de MMA. Ce qui vient de se passer, c'est que cette petite fille vient de montrer qu'elle pourrait se débrouiller si elle était enlevée, d'aller où il y a de la population, de se déplacer de 10 mètres pour aller trouver du monde qui vont l'aider à éviter un enlèvement. C'est aussi simple que ça se joue à 2 secondes. De dire que moi, je suis convaincu que je suis grand, je suis costaud, je vais enlever une petite fille. Je prends un coup de pied dans le tibia. Je me baisse parce que j'ai mal. Enfin, c'est la notion de douleur. C'est une surprise. Pendant ce temps, je lâche la petite fille, puisque je la tenais par l'épaule, je la lâche pour... aïe! Elle s'en va. Et ce petit temps d'avance, ça peut sauver une vie. Ça peut permettre à cette petite fille d'aller s'exposer. Et on est encore en train de comparer la self-défense à ce qui se passe dans la situation de démonstration, dans la salle de combat, avec ce qui se passe dans l'octogone. Mais ça n'a rien à voir. Oui, donc finalement, pour toi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est complémentaire. Mais il n'y a pas du tout. C'est 2 choses complètement différentes. C'est-à-dire que je prends le cas de Anthony Smith. Est-ce que tu es au courant de ce qui arrive à Anthony Smith? Je suis au courant, avec l'ancien lutteur qui avait pénétré illégalement dans sa maison, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, Anthony Smith, il est chez lui. Donc un des meilleurs light heavyweight de la planète à l'UFC, ancien. Ah oui, attention, c'est-à-dire que Anthony Smith, c'est un mec qui a perdu contre John Jones à la décision serrée. OK. Anthony Smith, c'est quelqu'un qui a battu Mauricio Shogun, qui a battu Hector Lombard, qui a battu Rashad Evans. C'est un tueur à gage. On est d'accord que c'est un monsieur. Et il fait cette déclaration. Anthony Smith dit: j'ai livré le plus dur combat de ma vie ce soir. Il dit: j'ai mis
tous les points que je pouvais, tous les coups qui étaient permis que je pouvais. Je l'ai frappé de mes poings, de mes genoux, de ma tête. J'ai frappé tout ce qui était possible pour neutraliser ce mec. Mais ce mec continuait à aboyer, il continuait à gesticuler. Je n'arrivais pas à le maîtriser alors que je lui rendais 30 kilos. On parle d'un homme qui était juste drogué, qui est entré chez Anthony Smith, qui ne voulait... En gros, le contexte, c'est qu'Anthony Smith, au moment où il se lève, il trouve un mec qui crie dans son salon. C'est ça. Donc, C'est ça. il est pris de panique, il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Sauf que le contexte qui n'est pas celui qu'on demande à la self-défense, c'est-à-dire que Cyril Diabaté, par exemple, qui était sur le plateau, va demander à la self-défense, au lieu de nous faire des démos, il faut que vous alliez vous mesurer et qu'on voit si c'est mesurable ce que vous faites comme effet. Sauf que dans la situation réelle de la self-défense, le corps réagit différemment. À chaque fois que je suis agressé, mon corps ne peut pas réagir comme je suis en compétition. Déjà, quand je vais en compétition, le fait qu'il y ait cette situation où je vais en arriver aux mains, où je vais devoir dominer ou être dominé de la manière physique, j'ai des phénomènes physiologiques qui se passent sur mon corps. Ces phénomènes sont décuplés quand on est dans une situation avec autant d'incertitudes. Il n'y a pas un habit pour arrêter le combat. Je ne sais pas si le mec qui se trouve dans mon salon a un couteau, un pistolet, je ne sais rien. En plus, quand Anthony Smith met ce mec au sol, ce mec se met à crier le nom de quelqu'un d'autre. Et donc, Anthony Smith lui demande, tu es avec qui? Tu es accompagné de qui? Parce qu'il est pris de panique, parce qu'il vient de faire un takedown. Mais ce takedown n'a pas de sens s'il est au sol, à cheval sur le mec, et qu'il y a un autre mec qui peut lui mettre un penalty dans la tête. Donc, il est archi inquiet au point où il va demander à sa belle-mère de lui apporter le couteau de cuisine. Enfin, on parle d'un mec qui est un light heavyweight, c'est-à-dire que c'est le mec, il marche avec 100 kilos, quoi. Il a un quintal, il est fort, il est athlétique, il est solide, il vient de faire la ceinture de l'UFC. Et ce mec-là dit, j'ai livré le plus gros combat de ma vie contre un mec qui avait 70 kilos à tout péter. Le mec mouillé, 70 kilos. Et ce mec-là lui a rendu le combat le plus difficile de sa vie parce que, élément surprise, parce qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a un mec dans ton salon, ce qui se passe, c'est que ton système nerveux neurovégétatif prend les choses en main et te met en panique et va installer ce qu'on appelle le chaos cardiaque dans ton cœur. Il va dilater ta pupille pour développer ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Il va faire une décharge d'adrénaline dans ta colonne vertébrale et de noradrénaline pour que tu aies toutes ces hormones qui te permettent de te défendre. Okay? C'est les vestiges en fait de l'humanité. Il va multiplier ce qu'on appelle la diastole et la systole, les battements du cœur, qui vont faire que ton cœur pompe un peu plus de sang pour que tu aies beaucoup plus d'oxygène qui arrive, pour que tu puisses respirer un peu plus. Donc, élévation de la fréquence cardiaque, élévation de l'amplitude respiratoire et tout ce qui va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux neurovégétatif, donc la partie qui est sympathique, qui va se mettre en route pour faire tout ça. Du coup, tu es dans un état de stress qui n'a rien à voir avec la situation où tu vas en compétition et on te dit tu vas combattre pour 3 rounds de combat. Donc, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que si vous voulez quantifier les sports, allez mesurer de discipline à discipline. Ça veut dire que si tu veux voir si le Krav Maga est efficace, va faire un combat de Krav Maga où on a le droit de te mettre des coups de coude dans la colonne vertébrale, où on a le droit de te mettre des coups de pied dans les parties, où on a le droit de te mettre les doigts dans les yeux, où on peut tirer tes cheveux, parce que ce truc-là change tout. Tu sais que si tu as un head movement, le mouvement de tête pour esquiver les jabs, si je te tiens les cheveux, tu n'esquives aucun jab, quoi. Enfin, tu es là, ma merci. OK? Donc, sauf si le mec est comme nous. Hein, où là, voilà, si tu es chauve comme moi, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais si tu as des cheveux, ça devient un peu plus compliqué. Je tiens tes vêtements. Tu ne peux pas tenir les vêtements en MMA. Sauf qu'en situation de combat dans la rue, je te tiens les vêtements, tu ne peux plus bouger. Je te tiens d'une main et de l'autre main, je peux te frapper. N'importe qui devient. Les armes changent, les règles changent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un combattant de MMA dans le monde qui puisse avoir une espérance de vie de plus de 2 minutes avec un expert de Kali avec couteau
sur la Ah planète. oui. Ouais. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Il y a pas, le mec de Kali, il a été formé pour enlever des vies. Mm. Son rôle, c'est que je prends le couteau, je vais en V d'un côté de la tête pour couper la carotide. Je repars de l'autre côté, je coupe la carotide. Je redescends au niveau du corps, j'ouvre les intestins. J'ouvre le ventre pour que tes intestins se déversent. Je le passe de l'autre côté. Ensuite, je vais sous ta cuisse pour aller couper la grosse veine, la grosse artère. Je passe de l'autre côté de la cuisse et je remonte. En 6 coups de couteau, j'étais enlevé la vie, c'est fini. Ensuite, je termine avec, quand j'ai terminé dessus, je pique dans le cœur. Ça, c'est la première règle du Kali. C'est d'une efficacité légendaire. Comment veux-tu qu'un mec à qui on a appris de faire des jabs, de faire de la guillotine, de faire le triangle, aille survivre dans ce monde? C'est impossible. Quand tu as un mec comme Pasturel, qui est l'un des plus grands champions de boxe française qu'on a eu ici en France, aujourd'hui, je crois qu'il a 68 piges et tout. Mais va pas t'amuser avec lui. Ce mec-là, il a fait de la boxe française. Il a été 6 fois champion de France en boxe française, champion d'Europe en boxe française. Ce mec-là, aujourd'hui, il est un expert sur le couteau, expert sur la self-défense. Mais dis-moi un truc. Est-ce que tu penses que ce monsieur, avec son âge, ses cheveux blancs, il se déplace dans la rue, il va prendre un Uber, il se fait agresser par son chauffeur d'Uber. Dis-moi, est-ce qu'il aura plus de chances de survivre que moi, Fernand Lopez, du haut de mes 40 piges, qui va arrêter avec ses oreilles en chou-fleur, qui téléphone à tout le monde, je suis costaud, je suis solide, méfiez-vous. Donc, mon agresseur qui est le chauffeur de Uber va se préparer dans toutes les situations pour justement me mettre hors d'état de nuire, alors que lui, dans sa situation de surprise, avec son expertise sur les sticks, sur le couteau, va pouvoir se défendre. C'est du bon sens. Ça me paraît du bon sens de comprendre que il est capital déjà dans un premier temps, d'avoir un côté rassembleur, fédérateur. Nous sommes des leaders, ceux qui parlons sur l'OMMA dorénavant. Nous sommes sortis d'un sport qui était très rabaissé, très réduit, très mis sur le côté. On a eu le judo, même certains karatékas qui disaient ce truc, c'est pas un sport. Devenir clivant au point de réduire à des escrocs et des imposteurs tout un groupe de personnes qui font de la self-défense, ce n'est pas sérieux. Mais c'était quoi la motivation du coup derrière ça? Enfin, surtout le fait qu'il y ait eu ce débat justement opposition MMA versus self-défense, c'est quoi? C'est un côté business pour toi? Je pense que on surfe sur ce qui buzz. C'est très intéressant d'avoir un sujet clivant, c'est un sujet bien. C'est-à-dire que c'est un sujet clivant. Je pense qu'il y a cet intérêt-là aujourd'hui. Tous les médias savent qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est un sujet clivant. Et j'ai été choqué sur ce plateau-là parce que la rhétorique était une rhétorique. Enfin, Franck Roupas a été débordé parce que, bon, il s'est un peu fait piéger. Il s'est retrouvé dans une situation où personne n'était de son côté. Il se retrouvait seul à devoir se justifier. Il était mal à l'aise sur certains trucs. Seydi Diabaté, c'est un bon débatteur dans le sens où il applique certaines méthodes de rhétorique qui sont assez intéressantes. Schopenhauer, le philosophe, parlait de ça à un moment donné, du fait de pouvoir choisir les métaphores qui sont arrangeantes pour toi. C'est-à-dire que si je débat avec toi et que je parle avec toi du fait que pour élever les vaches, je fais de l'insémination. Ensuite, quand le veau naît, je l'enlève de la présence de sa mère pour l'élever ailleurs, pour qu'il grandisse et que j'en fasse de la viande. Quand je débat avec toi, pour te mettre mal à l'aise et te pousser à perdre ton sang-froid et te ridiculiser, je vais utiliser une métaphore. Au lieu d'appeler le veau, je vais parler d'enfant. Et je vais dire, bon, c'est bien ce que vous faites, mais ça ne se fait pas d'enlever un enfant qui est à peine né de sa maman parce que c'est très frustrant et on va en parler des répercussions que ça peut faire, machin. Et donc,
toi, tu vas scandaliser en disant, mais c'est pas possible. Un enfant, je te dis, ben oui, un veau, c'est un enfant. Le veau, c'est l'enfant d'une vache. Donc, du coup, c'est un enfant aussi. C'est de la rhétorique assez technique et c'est bien. Et donc, Franck Roupeff se trouvait dans cette situation où Cyril Diabaté lui disait, c'est bien beau d'entraîner des personnes avec des conditions physiques douteuses, leur arracher, de brumer ses élèves et de leur arracher quelques cris de douleur. C'est marrant. Tu arraches des cris de douleur à des personnes parce qu'elles sont faibles. Tu donnes une image, en fait, une métaphore qui est assez biaisée. Le gars se sent mal sur le plateau. Mais en réalité, qui n'a pas vu une vidéo d'un club de MMA où il y avait un mauvais professeur? Il n'y a pas de mauvaise discipline sportive, il y a des mauvais enseignants ou des bons enseignants. Qui n'a pas vu des vidéos où il y avait une séance de MMA et où le professeur de MMA mettait des coups de poing, il disait à ces gars, croisez les bras et puis je vous boxe sur le visage. C'est dégueulasse, que ce soit en MMA, que ce soit en Krav Maga, que ce soit en Pinch Silat, que ce soit en Muay Thai. C'est horrible, c'est honteux, c'est pas normal. Aller pointer ça et généraliser ça sur la self-défense, ce n'est pas normal du tout. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs aspects dans une salle de sport. J'entends certains dire c'est honteux d'enseigner à des personnes qui n'ont pas de conditions physiques. C'est horrible d'entendre ça. Entendre ça d'une personne veut dire que la personne n'a pas compris ce qu'on appelle APS, activité physique et sportive. Le but d'une APS, c'est simplement de mettre en activité le métabolisme et qu'on puisse faire du sport, quel que soit ce qu'on fait. Quand je marche, je fais une activité sportive, la marche. Alors, je ne te parle pas si je suis en train de parler, faire de la self-défense et juste je fais ça. Mais c'est du sport, ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous des champions du monde. Nous ne sommes pas tous des Ousmane Camaro. Là, je prends le cas de Cyril Gane. Quand il a eu son pneumothorax, j'allais à l'hôpital tous les jours. Il avait fondu, masse musculaire fondue. Il était complètement chétif, il n'était pas bien. Quand il avait des invités, il me demandait d'informer les invités, de ne pas trop lui poser des questions parce que ça les soufflait. Ce que je veux dire, c'est que si on revient à Cyril Gane, qui est un monstre dans la cage, qui est capable de gagner un combat de championnat du monde avec un seul poumon, quand il est malade parce qu'il a le pneumothorax, l'effort qu'on va lui demander comme entraînement, que son préparateur physique va lui demander, n'est plus le même quand il va faire de la réathlétisation après sa maladie. À chaque niveau de la vie, chacun son effort. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que les 1/10 de la population française qui est sédentaire, qui est en surpoids, n'a pas le droit à avoir une activité physique et sportive? Si on n'est pas tous égaux pour aller faire quelque chose de haut niveau en MMA. Et puis, d'ailleurs, je me pose la question, ces professeurs-là, ils ont quoi comme salle de sport? Parce que moi, j'ai la salle de sport sur laquelle des pairs et des médias disent qu'on est numéro 1 en France. Cependant, dans ma salle de sport, avec 700 adhérents, j'ai quasiment 600 personnes qui sont sédentaires. Ce sont des débutants, des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui viennent s'inscrire dans ma salle pour faire le MMA dans la plus grande salle en France. Parce que c'est ça la pratique du MMA. C'est le développement de la pratique de masse. Le but n'est pas de faire de tout le monde des champions. Ensuite, la pyramide, elle est large. Et ensuite, petit à petit, ceux qui vont sortir du lot parce qu'ils ont une meilleure condition physique, parce qu'ils ont une meilleure adaptation sur la compréhension de la technique, la stratégie de combat, vont aller sur le bout de la pyramide et deviendront des champions. Moins de 10% des pratiquants de MMA font de la compétition. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'entends parler des mecs dire, mais non, ils entraînent des personnes qui ne peuvent même pas faire 10 pompes et ils leur font croire qu'ils vont... Non, mais non. On ne peut pas m'accuser, moi, Fernand Lopez,
parce que je reçois des personnes qui peuvent faire du MMA adapté, on ne peut pas m'accuser de leur vendre du rêve et de leur dire qu'elles vont aller se battre dans la rue et gagner des combats ou se défendre dans la rue. Voilà. C'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est que sur la base des compétences que l'État français m'a donné de pouvoir comprendre les différents profils, quand on étudie, c'est à ça que c'est les diplômes d'ailleurs, c'est qu'on étudie les profils psychologiques. On étudie les besoins et les adaptations biomécaniques en fonction des tranches d'âge et des publics. Quand je parle quand j'ai un public de troisième âge, je sais que cette personne elle peut être assujettie à des problèmes de maladies cardiovasculaires. Elle peut avoir de l'ostéoporose. Je vais donner des exercices qui ne vont pas mettre en danger ces deux secteurs dont je viens de parler. Je ne vais pas toucher l'appareil locomoteur passif. Je ne vais pas monter dans les hautes intensités sur ce qui est de l'adaptation cardiovasculaire. Ces personnes-là, quand elles vont me parler, elles vont me dire « Ah, il fait beau aujourd'hui ». Je vais répondre à la question en répondant « Oui, il fait beau ou il ne fait pas beau ». Parce que ce sont des personnes du troisième âge qui sont retraitées et qui ont besoin de socialiser. Quand je vais parler à un petit jeune qui a plus besoin de jeu, je vais lui mettre des situations ludiques. Et quand je vais parler à un ado qui est à la force de l'âge et qui a l'âge d'or de la vitesse, l'âge d'or de la force, je vais lui développer la force, je vais lui faire du perfectionnement technique. C'est parce qu'on comprend tout ça qu'on peut avoir tous les publics dans les salles de sport. On n'a pas à choisir les publics et sélectionner un public qui est vaillant, qui est capable de faire de la compétition. On doit choisir un public, on doit prendre tous les publics et adapter notre pédagogie au public. Ce n'est pas l'élève qui suit le morphotype du maître, c'est le maître qui s'adapte et apprend à l'élève ce qu'il doit avoir. Donc, encore une fois de plus, quand on a un exemple de Smith Anthony qui te dit que dans l'élément de surprise, j'ai été battu, j'aimerais que nous, les sportifs sur les sports de combat modernes, qu'on ait l'humilité de se dire, moi j'ai essayé, le pencha silat, j'ai essayé, le Krav Maga, j'ai pratiqué. J'ai du Krav Maga dans ma salle de sport, j'ai pratiqué du Krav Maga. J'ai été initié au Krav Maga par beaucoup d'amis. Le président du MMA Factory, Benjamin Sarfati, il est le directeur technique de la Fédération européenne de Krav Maga. Et puis, c'est l'un des meilleurs coachs de MMA que je connaisse en France. Avec la ceinture du Bama de Damien Lalpulus, on la doit à Benjamin Sarfati. La ceinture de Karl Amoussouke Joyeur, c'est Benjamin Sarfati qui allait l'accompagner. La ceinture de Anthony Dizzy en Angleterre, c'est Benjamin Sarfati. La ceinture de Thibaut Gouti en Angleterre. Enfin, comme on dit, il a été surnommé The Belt Hunter parce qu'il a ramassé, il a fait une moisson de ceintures incroyable en Europe, alors que ce mec, il a un profil de combattant de MMA, d'entraîneur de MMA, un profil d'entraîneur d'expert en Krav Maga, donc self-défense, et on est capable de cohabiter ensemble. Donc, c'était important pour moi, en tout cas, de donner mon point de vue dessus en disant que il n'y a pas du tout de comparaison à faire sur les deux sports. Ou alors, on va dire ceci, il n'y a pas à personnaliser les débats. Si vous avez rencontré quelqu'un qui faisait de la self-défense et qui a menti en disant « je vais vous apprendre à vous défendre et à être quelqu'un qui peut désarmer quelqu'un à main nue », allez vous en prendre à lui, mais ne vous en prenez pas à la self-défense. Parce que c'est de la même manière que vous viendrez vous en prendre à moi parce que vous avez rencontré un professeur de MMA qui a dit à un élève qui vient de s'inscrire, dans une semaine, je peux te faire combattre au Cage Warrior. Il y a des professeurs de MMA qui sont capables de mentir comme ça. Donc, des mythomanes, il existe partout. Des mauvais professeurs existent partout. Ce que j'évite juste, c'est qu'on fasse un mélange et qu'on mette tout le monde dans le même panier. Et finalement, ça va être la dernière question sur la self-défense. Toi, qu'est-ce que même si là, je pense que les gens ont compris que, bien évidemment, c'est personnalisable en fonction de l'âge des personnes, de leur situation, etc. Mais je pense que ça va être la question principale des auditeurs et des viewers. C'est que conseillerais-tu, en fait, à quelqu'un qui veut se mettre à la self-défense? Quelle discipline pratiquer? Encore une fois de plus, c'est comme... Globalement, bien évidemment, parce que là, je pense que les gens, ils savent très bien qu'en fonction de leur âge, de leur activité physique, ça va dépendre.
C'est ça le truc. Et c'est cette notion-là qui manque à ceux qui critiquent beaucoup la self-défense. Les gens ne prennent pas le recul de se dire quel est le sport qui va à chacun. Moi, je ne serais jamais arrivé au MMA. Je n'aurais jamais de ma vie mis mes pieds dans une salle de MMA si je n'avais pas été blessé au rugby et à la lutte. C'est suite à une blessure que je vais chercher un sport qui est contrôlable. On me parle d'une forme de lutte où on peut taper si on a mal. Et je me dis, c'est mieux que la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Je ne peux pas taper en lutte libre du gréco-romaine. Et voilà comment j'arrive au grappling. Du grappling, je refais de la lutte parce que je me sens bien après mon opération. De la lutte, je refais du Muay Thai et puis je vais passer au MMA par la suite. Tout ça pour dire que les personnes qui choisissent le Krav Maga et qui vont choisir le Penchassé, qui vont choisir... Oui, toi, tu n'as pas de discipline ultime, justement, dans cette... Non. Quand j'ai un élève qui me pose la question, j'ai envie de commencer chez vous, le MMA, mais avant de faire du MMA, j'ai envie d'essayer une discipline chez vous. Au MMA Factory, on fait de la boxe anglaise, du jiu-jitsu brésilien, du Muay Thai, de la lutte libre, de la lutte gréco-romaine. Et donc, je pourrais diriger. Non, je donne la réponse en disant vraiment, c'est en fonction de ce que vous avez comme appréhension dans la vie. Je vais m'expliquer. Si vous êtes quelqu'un qui évitait le contact, qui avait une zone de sécurité, ce qu'on appelle le cercle intime autour de vous qui est très grand parce que vous n'aimez pas qu'on vous touche, à ce moment, ne commencez pas par le grappling. Commencez par le Muay Thai parce que vous aurez au moins de la distanciation ou même de la boxe anglaise. Ensuite, vous avez le Muay Thai où il y a de l'appréhension, où on peut mettre des projections. Ensuite, vous avez de la lutte et du grappling éventuellement où vous pouvez rester collé très longtemps. Si vous êtes quelqu'un qui préfère les percussions, voilà ce qu'il faut faire comme sport. Encore une fois de plus, je prends encore une anecdote qui m'a marqué sur le débat en question, c'est que pour prouver l'efficacité du Muay Thai par rapport au full contact, Cyril Diabaté a choisi un exemple où il parlait de Rick Rufus. Rick Rufus, c'est un monsieur, un grand champion de full contact. Et Cyril Diabaté l'a battu. Donc, quelque chose de génial, quoi. Cyril Diabaté, champion de Muay Thai, champion du monde de Muay Thai et tout. Donc, très belle technique de Muay Thai. Il réussit à battre Rick Rufus. Où ça déconne et où il y a une mauvaise consonance dans ma tête, c'est quand je l'entends dire qu'il a été... il est convaincu que c'était la meilleure, c'est le sport le plus efficace, le Muay Thai, parce qu'il a gagné. Mais sauf que, effectivement, tu combats en Muay Thai, c'est normal que tu gagnes en Muay Thai. Enfin, voilà. Ou même si tu combats en kickboxing, c'est normal que tu gagnes en kickboxing. Mais plus efficace en quoi? Puisque la logique instinctive du full contact dit ceci. Pour pouvoir valider un round, il faut que tu mettes plus de 6 coups de pied au-dessus de la ceinture par round. Donc, si jamais j'ai une jeune fille qui me dit, moi j'ai envie d'avoir de la dextérité sur les jambes, de pouvoir monter mon pied et mettre des coups de pied plusieurs fois, mais c'est efficace pour ce qu'elle va faire. Parce qu'elle ne va pas peut-être faire l'UFC. Peut-être elle veut faire Stoneman, Stone Woman. Peut-être elle veut faire de la cascade. Elle veut faire elle va apprendre un sport de combat qui va être spectaculaire pour qu'elle fasse de la cascade son métier. Elle pourrait toucher beaucoup plus d'argent qu'à l'UFC en faisant doublure de cascade dans les films. Cette jeune fille, elle ferait bien d'aller faire ce sport qu'on appelle le full contact où on contrôle les membres inférieurs de manière plus aisante. Effectivement, dans le full contact, je ne suis pas sûr que Cyril aurait gagné Rick Rufus. Est-ce que Rick Rufus aurait dit « Ah, le full contact est beaucoup plus efficace » ? Non. Le full contact ne peut être efficace que dans le full contact. Le Muay Thai ne peut être efficace que dans le Muay Thai. Et puis, in fine, chacun choisit en fonction de ce qui lui fait plaisir. Je vais terminer dessus en disant qu'il est important qu'on comprenne que, de manière éthique, se moquer
d'un sport qui est un sport de collègues, de personnes qui font... C'est une discipline sportive, c'est-à-dire que quand on va au forum des associations en début d'année, on a plusieurs sports qui sont là, au forum des associations. Nous sommes collègues. On a des salles de sport. L'État français reconnaît la self-défense, lui donne la place qu'elle mérite. Ce n'est pas à nous, des acteurs des MMA, ou même à d'autres personnes, qui que vous soyez, de vous moquer de la self-défense. Dans le sens où, de la même manière que des personnes qui n'ont pas encore le feeling avec le MMA vont se moquer du MMA, remarquez à chaque fois qu'on va diffuser, à chaque fois que l'équipe ou RMC poste un truc sur le MMA, comme c'est posté sur une chaîne qui parle souvent de football, vous allez avoir pas mal de commentaires possibles et vous aurez toujours un ou deux commentaires qui disent, et puis quoi encore, autoriser, légaliser la guerre, autoriser la bagarre de rue, et puis quand il y aura un mort, vous allez mieux comprendre. Ça, c'est l'argument de quelqu'un qui ne connaît pas encore le sport. Et donc, comme il ne connaît pas que c'est quelque chose de nouveau, il est un fossoyeur du MMA. Ne soyons pas fossoyeurs de la self-défense. Se taire face à des personnes qui prennent le plaisir de défoncer une autre discipline sportive, même si ce n'est pas un sport de combat, même si ça reste une self-défense, une autre activité physique et sportive, se taire face à ça, c'est être complice de la brimade. De la même manière qu'à la cour de récréation, il y a un jeune qui va être brimé parce qu'il est différent, parce qu'il est un peu en surpoids, parce qu'il est fragile, parce qu'il a des grosses lunettes et que c'est un premier de la classe et qu'on le prend pour un bigleux, on lui... Voilà. Cette brimade-là qu'on vit, c'est comme ça que je perçois la brimade qu'on fait à la self-défense. Je pense qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de se réveiller et de dire qu'est-ce qu'on lui reproche à la self-défense concrètement. Quand on s'attaque à des escrocs de quelque nature que ce soit, je suis à fond dessus. Si tu es un dentiste et que tu es un mythomane et que tu fais mal ton métier de dentiste, ce serait bien que l'ordre des médecins te radie. Si tu es un professeur de MMA et que tu es un mauvais professeur de MMA, ce serait bien que la région Île-de-France qui s'occupe de la surveillance des cadres professionnels te mette à l'amende et te stoppe. Si tu fais de la self-défense et que tu es un voleur et que tu escroques des gens en leur disant « Écoutez, je vais vous apprendre la self-défense » et vous verrez que dès qu'on vous agresse et tout, vous dépendez, vous avez tout gagné, on devrait te condamner. Mais ce que je connais, en tout cas, les professeurs de self-défense que je connais, je n'ai jamais entendu ce genre de propos. J'ai entendu des gens qui préconisaient tout de suite, la première défense, c'est la fuite. La première défense, pour éviter le mec qui est invaincu en bagarre de rue, c'est le mec qui n'a jamais bagarré. Exactement. OK? Donc, ces personnes préconisent ça. Ensuite, elles disent, si jamais vous sentez que vous n'avez pas choisi, mais il y a une agression qui vient vers vous, ou vous êtes dans une situation de pénombre ou un endroit où c'est sombre, ayez le bon réflexe. Moi, quand je rentre dans ma voiture, je regarde à gauche ou à droite. Aussitôt que je m'assois dans ma voiture, la première action que je fais, c'est verrouiller les portières de ma voiture. Peu importe que je sache faire le sport de combat, je verrouille les portières de ma voiture. Parce que l'effet de surprise, je ne peux pas la contrôler. Alors que si tu viens ouvrir ma portière et qu'elle est fermée, j'ai un moment de réaction. Même si tu pètes ma vitre après, je peux démarrer mon moteur et foncer. C'est déjà de la self-défense. C'est ça la self-défense. Avoir une attitude pour défléter, dévier une agression, c'est de la self-défense. Le langage corporel, quand je suis face à toi et que je te parle, toi, Guillaume, et que on commence à avoir une discussion où le ton, une dispute où le ton monte, si je lève mon menton, si je serre mes poings,
tu comprends qu'on est en situation de conflit. Mhm. Je ne vais faire que élever le niveau de conflit. Si je te parle de manière posée, si je monte mes mains en disant attention, je ne veux pas me battre avec toi et que je fais un pas en arrière, c'est un signe qui montre que mon langage corporel montre que je désamorce la guerre. Ça, c'est de la self-défense. Ça, c'est le début de la self-défense, de dire attention, attention, tu vois, l'agresseur a toujours besoin de légitimer son attaque. Mhm. L'agresseur a besoin de sentir que tu lui donnes la raison d'attaquer. Tant que tu ne lui donnes pas cette occasion d'attaquer, tu es en self-défense. C'est ces méthodes-là qu'on apprend aux gens. Comment éviter à se faire attaquer. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est très compliqué pour toi d'aller loin dans le game dessus. C'est très compliqué de penser que parce que tu maîtrises des techniques de MMA, tu pourrais te défendre en self-défense. Bien, nous sommes donc complets sur la question de la self-défense. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à les mettre en commentaire. Là maintenant, Fernand, on est à 50 minutes dans King Energy épisode 4. L'actualité est assez chargée pour les membres du MMA Factory, plus particulièrement ce week-end, parce qu'il y a Ahmed Salamov d'une part au FEN et Nassourdine Imavov d'autre part, que tu vas suivre bien évidemment puisque tu es son head coach. Bah, aussi bien évidemment Ahmed Salamov, mais là tu es en présence physique, en présentiel avec Nassourdine aux États-Unis. On va commencer par Ahmed qui dispute son deuxième combat professionnel de MMA. Beaucoup d'attentes autour de lui. L'adversaire a changé au FEN. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Ahmed Salamov finalement? C'est compliqué d'en dire un peu plus sur Ahmed. On sait juste que c'est quelque chose. C'est compliqué d'en dire, c'est on en souffre beaucoup. À l'époque, j'ai beaucoup parlé de Slim. Mm-hmm. Et puis, il en résulte que Slim, je galère à lui retrouver les combats. Parce que la communication a été trop forte. Voilà, on a vu Slim s'entraîner avec Francis, mettre en difficulté Francis. On a vu Slim s'entraîner avec Cyril. On a vu Slim mettre en difficulté Cyril. Et donc, du coup, les gens se disent, bon, voilà, quand on propose un combat en Europe, pour Slim, c'est compliqué. Mm-hmm. La même chose pour Ahmed, ça devient petit à petit compliqué. Donc, je préfère ne pas trop en dire. D'ailleurs, pour la petite histoire, Ahmed était prévu pour faire la ceinture du FEN. Mm-hmm. Son adversaire a désisté finalement. Et puis, on lui a mis un débutant, comme lui, un débutant sur le palmarès, qui, lui, s'en moque de perdre, alors que celui qui avait 8-0 ne voulait pas perdre, et donc, du coup, c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, il va faire une avancée, une progression. En ces temps de Covid, manager, c'est franchement, encore une fois de plus, je suis le fondateur du Management Factory, mais je tiens à saluer mes collègues et la grosse équipe qui bosse pour trouver les combats à tous ces mecs. Parce qu'en période de Covid, trouver le combat à Nassourdine, s'est débrouillé pour que Cyril se retrouve en main event, s'est débrouillé pour que Nassourdine Imavov se retrouve en main card. Il est le deuxième main event de la soirée quand même. Il combat après Arlovski, après Thomas Spinal, c'est phénoménal. Mm-hmm. Donc voilà, je tiens à tirer mon chapeau à notre équipe du Management Factory, une douzaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied. Et puis, on souhaite beaucoup de chance à Ahmed Salamov ce week-end, même si je pense que son adversaire, sans vouloir lui porter l'œil, son adversaire aura besoin de chance aussi. C'est compliqué. Bien, donc en tout cas, vous allez pouvoir suivre le FEN en pay-per-view et bien évidemment, donc Nassourdine Imavov qui affronte Philoz. Tu ne peux pas rentrer dans les détails, bien évidemment, mais c'est quand même un sacré combat. Donc, qui était initialement prévu le 20 janvier, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et qui a été finalement déplacé un mois plus tard à Las Vegas. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce combat qui est quand même entre deux gars qui avaient impressionné lors de leur premier combat à l'UFC sur la Fight Island et qui là se retrouvent avec le statut quand même de prospect middleweight? C'est ça. Oui, un très beau combat. C'est un très beau combat en perspective qui n'a pas eu lieu finalement parce que après avoir fait la pesée, le lendemain de la pesée, Fioez a eu ce problème de staphylocoque qui est monté un peu plus haut. Il a choisi de ne pas combattre. Bon choix parce que quand tu arrives contre Nassourdine, vaut mieux être affûté.
Et donc, finalement, combat rebooké tout de suite dans la foulée. Mick Ménard, le matchmaker, me pose la question, est-ce que ça te dit qu'on rebook et tout? Let's go. Et puis, dans la foulée, c'était rebooké. Donc, les deux sont là aux États-Unis. Nassoudine a avancé depuis quelques jours. Il est déjà là. Et puis d'un autre côté, Phil est là. Ça va être un gros combat. Phil, c'est un mec qui est à la base un grand lutteur, un bon lutteur niveau national aux États-Unis, mais qui a de la dynamique dans les bras et qui a eu, je crois, le KO le plus rapide de sa division. Je ne sais pas exactement, mais 18 secondes, un truc comme ça. Exactement. Bon, bah, voilà. Et donc, voilà, on pense que ça va. Voilà, c'est ce week-end que ça se passe. On attend. Il y a toute l'équipe qui est là pour l'encourager. Il y a, Cyril qui est déjà arrivé en avance pour donner de la force à Nassourdine. Il y a Alan Boudou qui arrive. Il attend la finalisation de son visa de visa de travail pour avoir la chance de combattre justement ici. Il a déjà une date de combat qu'on va vous annoncer bientôt. Mais la date de combat n'est pas sur ce week-end. Mais là, on espère que ce week-end, enfin le week-end qui arrive, en tout cas, il va pouvoir avoir un short notice. On travaille dessus pour Alan Bodo. Donc, il vient donner un peu de force à Nassoudine également. Et puis, il y a qui d'autre? Il y a Benjamin Safati qui nous a offert la belle victoire contre Dos Santos quand même. Cyril gagne contre Dos Santos. Exactement. C'est le head coach, c'était Benjamin Safati, donc il revient là, nous donner un coup de main pour Nassourdine et pour enchaîner également sur le troisième combat de ces 2 semaines pour le MMA Factory, qui sera celui de Cyril Gane contre le numéro 3 mondial, Jairzinho. Et on en parlera la semaine prochaine, et puis je pense la semaine d'après, bien évidemment, parce que là, c'est ce que tout le monde attend. Mon cher Fernand, on va terminer sur 2 questions, parce que oui, bien évidemment, là, on va répondre directement, enfin Fernand va répondre directement à vos questions. Donc, question de Laurent. Est-ce que vous pourrez nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi il y a autant de différences dans le nombre de combats sur une carrière entre un combattant de MMA, boxe anglaise également, et Muay Thai? Merci à vous. Ce que je vais dire n'a pas une étude précise, n'a pas une science précise. Je vais partir sur des hypothèses, sur une réflexion du peu que je connais, mais je n'ai vraiment pas je ne suis pas allé lire un document qui est précis dessus. En gros, je considère que les combats de Muay Thai sont beaucoup moins engagés que ceux de boxe anglaise et en tout cas, la récupération d'un combat de Muay Thai est beaucoup moins engagée que la récupération d'un combat de boxe anglaise, notamment quand on dépasse les 3 rounds, quand on arrive déjà sur les combats de 6 rounds en professionnel et d'un combat de MMA. Donc, du coup, on sait que les combattants de Muay Thai, les Nak Muay, enchaînent pas mal de combats au cours de leur carrière. On arrive à des palmarès incroyables, souvent. Et puis, à côté de ça, la boxe anglaise, comme je vous dis, les galas de boxe anglaise, notamment en France, sont durs à organiser. La fédération de boxe anglaise, organiser un gala coûte cher pour les promoteurs. Donc, du coup, c'est rare quand même les galas, alors que l'investissement pour faire un gala de Muay Thai, il y en a une pléthore. Et puis, moi, je pense que c'est plus ça, c'est plus que le palmarès en Muay Thai n'a pas beaucoup d'incidence. Je peux avoir perdu un certain nombre de combats, mais continuer à gravir les échelons. Alors qu'en MMA, chaque échec vous amène plus vers l'arrêt de votre carrière et chaque victoire vous amène rapidement vers le sommet. Donc, le palmarès est archi prépondérant dans le MMA, moins important sur la boxe anglaise, encore moins important sur le Muay Thai. La nature, la logique interne de la discipline qui fait que le Muay Thai est sur 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes, ou des fois, voilà, fait que c'est pas si intense que ça et on peut récupérer rapidement, mis à part le fait que les membres inférieurs ont la stase veineuse, ce phénomène-là où on peut avoir de le sang qui va aller se stocker en dessous, et puis éventuellement des contusions au niveau du tibia, des tibias contre tibia où ça peut faire mal. Mais voilà, c'est ce que je vois comme
bon sens et logique sur la question. Mais encore une fois de plus, quand je vous donne un avis, prenez l'habitude d'aller double-checker, triple-checker, parce que je n'ai vraiment pas le monopole du savoir dessus. Je pars sur des réflexions hypothético-déductives, je pars sur des choses de bon sens que je connais, mais je ne vous garantis rien dans ce que j'ai dit. Et puis même quand les gens regardent les combats de Muay Thai, c'est vrai qu'il y a aussi moins d'intensité sur l'ensemble des rounds en comparaison, par exemple, au combat de MMA, bien évidemment. Fernand, question de Mathieu, qui pense à toi et qui, je pense, a vu tes photos sur Instagram et se dit, dis donc, il est quand même sacrément enfant pour un quadragénaire. Question un peu atypique. Fernand arrive-t-il encore à s'entraîner pour lui-même? Comment fait-il pour gérer tous ses engagements business, entraînement, déplacement? Quid de sa méthode pour récupérer rapidement? Donc je pense que là, c'est par rapport au sommeil. Merci pour tout. Voilà. Euh, Très sincèrement, je n'ai pas la magie. Je me félicite de trouver des fois deux fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Je me donne un minimum de 2 séances d'entraînement 2 fois par semaine. C'est mon moment à moi. Je ne le fais pas dans mes salles de sport. Je le fais vraiment hors de mon environnement, dans une salle de CrossFit euh, sur laquelle je suis d'ailleurs mal à l'aise parce qu'ils sont tellement bons. J'ai envie de leur faire de la pub. Mais en même temps, je n'ai pas envie je cache où je m'entraîne parce que c'est tellement bien, je ne veux pas que des gens de mon milieu y arrivent, tu vois. Donc, du coup, c'est assez complexe. Mais ce que je sais, c'est que des fois, la meilleure pub, c'est de savoir garder les trucs prestigieux et cachés. Mais voilà, cette salle de sport-là, j'ai un excellent coach, Paul. C'est un jeune qui est un élève de mon élève que j'ai rencontré au hasard dans cette salle-là et qui est un professeur de CrossFit et qui m'aide à faire un ensemble voilà, de la remise en forme 2 à 3 fois par semaine. Donc ça, c'est ce que je me donne comme je me donne 2 journées de la semaine où, quoi qu'il arrive, je commence par cette activité-là tôt le matin et ensuite je vais à ma salle de sport pour continuer à travailler ou bien je vais à mon bureau vaguer à mes occupations et ce qu'il y a à faire. Et puis pour la récupération, là pour le coup, je vais faire un placement qui n'est pas un faux placement, c'est un placement sincère. Je n'en fais pas beaucoup. Mais MyProtein a une section dédiée à des petits produits magnifiques. C'est dommage, je ne peux pas m'élever parce que de l'autre côté, sur mon bureau, de l'autre côté, j'ai le micro connecté, ça va prendre du temps, mais de l'autre côté, j'ai un petit produit qui est juste sympa, qui est simple et qui me permet de récupérer du jet lag, du sommeil, des machins. Ce sont des multivitamines, c'est archi nature, archi simple et tout. Allez regarder sur MyProtein, checker sur la rubrique de LC et tout, il y a la santé et tout ça, et vous allez trouver ce qui vous va. Il y a vraiment, voilà quoi, je me régale, ils font des petits trucs sympas. Et on me dit dans l'oreillette qu'avec le code MMA, il y a moins 45% de réduction sur tout MyProtein. Qu'est-ce qu'il est bon. Donc bon, donc en plus, Fernand vous donne des bons plans. Bon bah voilà, le King, merci beaucoup pour cet épisode, cette heure donc de réponse aux questions. Vous pouvez bien évidemment toujours les poser en commentaire. Et la semaine suivante, on revient bien évidemment sur ce qui s'est passé. La semaine prochaine, on parlera de Nassourdine, de Cyril. Donc ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions là-dessus. Fernand va y répondre, enfin tout ce qu'il peut répondre bien évidemment parce que le podcast de la semaine prochaine risque d'être particulièrement suivi. King Energy, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc bien évidemment Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict et j'en passe. On se retrouve la semaine prochaine, mon cher Fernand. À la semaine prochaine. Mais les gars, juste avant de partir, là, vous allez raccrocher là, mais juste avant de partir, la cloche, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Juste avant de partir. OK, faites-le, voilà, rendez service et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Lodji. Je te souhaite une excellente journée. Pareillement.